Tous pour un et un pour tous. Cette phrase est sans doute l'une des plus célèbres de la littérature mondiale et le livre qui l'a immortalisée est bien connu, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. L'histoire d'Athos, de Porthos et d'Aramis a captivé des millions de personnes à travers le monde, tout comme la vie de celui que l'on appelle le quatrième mousquetaire, Charles de Batz de Castelmaure, plus connu sous le nom de d'Artagnan. Son histoire est fascinante, mais pour comprendre ce personnage, il faut connaître la compagnie qui l'a rendu célèbre, les Mousquetaires. Apparu au milieu du XVIe siècle, le mousquet représente un progrès substantiel dans l'armement de l'époque. Plus long et plus difficile à manier que l'arquebuse, il a néanmoins l'avantage de doubler la portée du tir, qui passe de 50 à 100 mètres contre 25 mètres pour l'arquebuse. Le mousquet utilisait des munitions de plus gros calibre, ce qui le rendait plus meurtrier et plus précis. Il se chargeait par la bouche du canon et son mécanisme de mise à feu a fini par être la platine à silex, car elle accélérait la cadence de tir, même si elle restait lente. Lorsqu'il était utilisé, une longue fourche était nécessaire pour une meilleure précision et stabilité. Le mousquet pesait le même poids que l'arquebuse, mais était extrêmement difficile à porter, ce qui signifiait que seuls les soldats grands et forts pouvaient l'utiliser. L'un de ses avantages était que son canon était rayé, c'est-à-dire qu'il disposait de rayures en spirale à l'intérieur de celui-ci, ce qui le rendait au final beaucoup plus précis. Un mousquetaire bien entraîné pouvait ainsi tirer 3 coups par minute. Le mousquet fut utilisé pour la première fois lors des guerres de Flandre par le duc d'Albe et se répandit dans toute l'Europe jusqu'à ce qu'une compagnie de mousquetaires soit nécessaire dans chaque armée afin d'assurer un tir de barrage continu. Ce qui fait qu'à la fin du XVIIe siècle, presque tous les soldats étaient en fait des mousquetaires. En 1622, le roi de France Louis XIII décida de faire des mousquetaires sa garde personnelle, car son père Henri IV avait subi pas moins d'une douzaine de tentatives d'assassinat avant d'être mortellement poignardé par François Ravaillac en 1610. En tant que garde personnelle du roi, leur formation était extrêmement poussée. Ils étaient ainsi à la fois tous cavaliers et nobles. Outre le mousquet, ils utilisaient l'épée et le pistolet, réservant le mousquet aux batailles en raison de sa difficulté à être transporté. Chaque compagnie était composée de 250 hommes qui au départ n'avaient qu'une cape en guise d'insigne. À partir de 1665, ils reçurent un uniforme composé d'une cape et d'un manteau écarlate auquel étaient attachés des rubans d'or. La veste bleue était ornée d'une croix brodée d'une fleur de lys d'argent. Le chapeau, quant à lui, était orné d'une ficelle d'or et d'une plume blanche. Enfin, leurs chevaux étaient généralement noirs. La spécialité de la compagnie était le combat rapproché et l'escarmouche. En raison de la difficulté de manœuvrer le mousquet, il fallait descendre de cheval pour utiliser l'arme, l'amorcer, la charger et attendre d'être à distance de tir. Au final, tout se réglait généralement davantage au corps à corps qu'à distance. Le puissant cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII, créa également une garde personnelle, ce qui provoqua de fréquents affrontements entre les deux escortes. La capitale française est alors un véritable champ de bataille. Et c'est ainsi au sein de cette compagnie, et dans cette atmosphère de guerre, d'espionnage, de complot et de rivalité, qu'Alexandre Dumas a décidé de jeter son dévolu afin d'écrire son fameux roman « Les Trois Mousquetaires ». Alexandre Dumas publie en 1844 « Les Trois Mousquetaires », premier volet d'une trilogie, suivi de 20 ans après, et du Vicomte de Bragelonne en 1848-1850. Dans les livres, les différences sont notables avec la réalité historique, ce qui ne gêne nullement Dumas. Par exemple, le héros d'Artagnan a 15 ans de moins, il participe à des actions militaires auxquelles il n'a jamais pris part, et il n'y a pas non plus de rivalité entre Richelieu et Louis XIII, ni de relation entre Anne d'Autriche et le duc de Buckingham. Milady de Winter et son fils n'ont jamais existé, pas plus que la mission de d'Artagnan à Londres pour récupérer les ferrets en diamant, imprudemment offerts par Louis XIII à Anne d'Autriche. Dumas place Athos, Porthos et Aramis dans la même période d'aventure que d'Artagnan, alors que ce n'est pas le cas. Athos, en réalité Armand de Silègue, d'Athos d'Hauteville, est mort à l'âge de 28 ans,
des suites des blessures qu'il a reçues lors d'une bagarre dans les rues de Paris. Ironiquement, Dumas le présente comme un épéiste invincible. Porthos, un protestant baptisé à Pau du nom d'Isaac de Porto, s'est retiré dans la vie civile en 1643, l'année de la mort d'Athos, et meurt à l'âge très avancé de 95 ans. Et Aramis, de son vrai nom Henri Aramitz, sert le roi pendant 15 ans avant de mourir en 1654. Alors que la vie des trois premiers s'éteint, les événements de D'Artagnan commencent. Alexandre Dumas a toujours soutenu que tout cela était le fruit de son imagination, ce qui a finalement conduit ses lecteurs à croire que tous les personnages n'avaient jamais existé, réduisant ainsi leur importance. Cependant, Dumas a basé ses livres sur un ouvrage qu'il a trouvé à la Bibliothèque nationale, intitulé « Mémoires de Monsieur d'Artagnan », écrit par un certain Gatien de Courtils de Sandras en 1700. À noter que de Sandras était membre des Mousquetaires et connaissait personnellement d'Artagnan. L'histoire a connu un succès relatif, même si Voltaire l'a rapidement qualifié d'irréel et de fantaisiste. C'est Dumas et son assistant littéraire Auguste Maquet qui ont profité du texte pour idéaliser le personnage bien connu de nos jours. Pourtant, le D'Artagnan de Dumas est bien différent du véritable D'Artagnan. Charles de Batz de Castelmore est né en Gascogne entre 1611 et 1615. Élevé dans un environnement rural, Charles se montre rapidement à la fois avide d'aventure et désireux de faire carrière dans l'armée, peut-être en suivant l'exemple de son frère Paul. Il quitte donc sa famille et, muni de vagues lettres de recommandation, part pour Paris où il arrive au printemps 1640. Il entre immédiatement en contact avec les mousquetaires et étant donné son statut de noble, il est d'abord autorisé à rejoindre la compagnie des gardes françaises de la Maison du Roi, où très rapidement, il se retrouve impliqué dans une rixe avec les hommes du cardinal Richelieu. Et c'est justement au sein de ces mêmes gardes françaises qu'il rencontre donc Armand de Silèque d'Athos, Isaac de Porto et Henri d'Aramitz, ainsi que le fameux capitaine Jean-Armand du Pereire, comte de Troisville, dit le comte de Tréville. À noter qu'ils sont quasiment tous originaires du sud de la France, ce qui les rapproche d'une certaine manière. Cependant, la vie de ces mousquetaires ne suit pas vraiment celle de D'Artagnan, bien qu'ils aient certainement combattu ensemble dans certaines des batailles dans lesquelles la France est si souvent impliquée à l'époque. Ce qui est certain, c'est que D'Artagnan entre bel et bien comme cadet dans la compagnie des Essarts du régiment des gardes françaises et participe au siège d'Arras et de Bapaume aux alentours de 1641. Il participe également à la guerre du Roussillon en 1642, avant d'être envoyé en 1644 au siège de Gravelines. C'est justement cette année-là qu'il rejoint enfin les mousquetaires. Ne sachant pratiquement ni lire ni écrire, D'Artagnan a fait preuve d'un grand courage et le temps qu'il a passé à Paris lui a permis d'élargir son cercle d'influence. Cependant, coup de théâtre, en 1646, les mousquetaires sont dissous par la reine régente Anne d'Autriche, qui gouverne au nom du jeune Louis XIV. Mais tous leurs membres ne cessent pas pour autant de servir à la couronne. En effet, à la demande du puissant cardinal Mazarin, ministre de la reine, certains hommes sont recrutés pour accomplir des missions spéciales pour le royaume, dont D'Artagnan, qu'il affecte à son service pour diverses missions secrètes. Le Gascon en tire un grand profit, puisque 3 ans plus tard, il réintègre les gardes françaises en tant que lieutenant, et 5 ans plus tard, il est même nommé capitaine des gardes. L'une des fameuses missions secrètes que lui confie Mazarin est notamment un voyage en Angleterre afin de sonder la possibilité pour Richard, fils d'Oliver Cromwell, d'épouser Hortense Mancini, la nièce même de Mazarin. La chute de Cromwell brisera pourtant les rêves irréalistes du cardinal. En 1657, D'Artagnan retourne aux mousquetaires qui ont été réintégrés avec le poste de sous-lieutenant de la première compagnie. C'est en fait à cette époque qu'il prend le titre de D'Artagnan. Profitant de l'inconstance et de l'attitude capricieuse de Philippe Mancini, en l'occurrence le neveu du cardinal Mazarin, il gravit les échelons jusqu'à prendre le contrôle total des mousquetaires, tout en continuant à créer son propre cercle de proches collaborateurs. Louis XIV est couronné roi le 7 juin 1654 à l'âge de 15 ans.
On a souvent fait de lui un roi mégalomane, l'opulence de sa cour à Versailles, de même que sa célèbre phrase « L'État, c'est moi », demeurent encore les témoignages flagrants de la montée de l'absolutisme dans cette France du XVIIe siècle. Un absolutisme qui se traduit également par le fait qu'à la mort de Mazarin, le 9 mars 1661, Louis XIV décide qu'il n'aura pas d'autre Premier ministre, le jeune souverain s'arrogeant cette fonction. Conscient qu'il ne peut éliminer toute trace du cardinal, le roi conserve dans son entourage proche nombre de ses collaborateurs, dont le fameux Nicolas Fouquet, intendant de la Généralité de Paris, procureur général du Parlement, surintendant des finances et ministre d'État. Fouquet est l'un des hommes les plus puissants de son temps, car non content d'occuper ces fonctions, il possède également la confiance des banquiers qui financent une grande partie des dépenses de Louis XIV. Fouquet possédait une fortune si importante que de nombreux historiens affirment aujourd'hui qu'il s'agissait sans doute de la plus grande fortune amassée par un particulier sous l'Ancien Régime, une richesse qu'il devait en grande partie à son vaste réseau de relations personnelles. Raison pour laquelle Louis XIV arrête Fouquet en septembre 1661 lors d'une opération confiée justement à notre D'Artagnan national. Une mission extrêmement complexe au vu du personnage de Fouquet et qui n'a pu être menée à bien que grâce à l'efficacité et à la loyauté du mousquetaire à l'égard du roi. Une mission qui se poursuivra puisque lorsque Fouquet sera emprisonné, D'Artagnan deviendra tout simplement son geôlier. Un emprisonnement spectaculaire du puissant ministre qui permet cependant la promotion d'un certain Jean-Baptiste Colbert, ancien intendant de Mazarin, et qui permet également à D'Artagnan de prendre la tête des mousquetaires en cette année 1667. 1667, c'est également l'année où Louis XIV, lassé que l'Espagne ne lui verse pas la dot de son épouse Marie-Thérèse, s'engage dans une guerre avec l'Espagne pour les Pays-Bas, territoire que le roi de France considère comme une compensation pour la dot non reçue. D'Artagnan joue là encore un rôle de premier plan pendant le conflit, participant au siège de Tournai, Douai et Lille, et fait même partie des gardes du corps permanents de la famille royale. Sa loyauté est de nouveau récompensée cette fois-ci par le poste de brigadier de cavalerie ainsi que par le poste de gouverneur de l'île. Cette fonction étant cependant trop lourde pour lui, il accepte une nouvelle mission que lui confie le roi. En 1671, il est chargé d'arrêter un dénommé Antonin Nompart de Caumont, premier duc de Lauzun, marquis de Puy-Guilhem, comte de Saint-Fargeau. Les historiens ne sont pas certains des raisons de son arrestation, soit parce qu'il avait épousé secrètement Madame de Montpensier, soit sur l'intervention de Madame de Montespan, sur qui il avait tenu des propos outrageants. Un autre historien, Jean-Christian Petit-Fils, avance une autre raison possible. Il aurait par vengeance renseigné les Hollandais sur les velléités de guerre de Louis XIV en Flandre. Quoi qu'il en soit, ce même Nompart se retrouve emprisonné pendant 10 ans à Pignerol, sous l'escorte de D'Artagnan. Pendant cette période, le mousquetaire est de nouveau impliqué dans les coulisses de la cour dissolue du roi de France. Lorsque la France déclare la guerre à la Hollande en 1672, il est promu maréchal de camp. Cette guerre fut extrêmement sanglante, notamment le célèbre siège de Maastricht, et plus particulièrement la prise de la forteresse de Saint-Jean, qui eut lieu le 25 juin 1673, et au cours de laquelle 53 mousquetaires furent blessés et 37 tués. Le corps de D'Artagnan n'ayant jamais été retrouvé, cet épisode a donné lieu à d'innombrables spéculations sur le sort du mousquetaire. Dans le dernier livre de sa trilogie, Le Vicomte de Bragelonne, Alexandre Dumas a inclus un personnage qui est passé à la postérité, l'homme au masque de fer. Ce prisonnier a pourtant bel et bien existé. Son visage était caché sous un masque, personne ne pouvant communiquer avec lui car il avait toujours un garde pour l'en empêcher. De plus, il ne pouvait sortir que la nuit. Voltaire, qui fut lui aussi prisonnier à la Bastille, confirme l'existence du personnage et donne aussi quelques informations comme le fait qu'il était plutôt jeune, de bonne famille et bien traité. Également, il était bien habillé, mais n'avait de contact qu'avec son geôlier sourd-muet et l'huissier de la prison. Certains datent sa mort en 1703 et d'autres en 1711, avant qu'il ne soit enterré secrètement. L'imagination populaire a désigné des espions, des politiciens en disgrâce, des criminels, des membres de la noblesse ou tout autre serviteur de la cour ayant connaissance d'importants secrets d'État. Des secrets d'une grande importance qui lui ont sans doute permis de continuer à vivre, mais derrière un masque.
Dumas l'a habilement introduit dans son roman et a évoqué la possibilité que le bagnard ait pu être un frère jumeau du roi ou un fils illégitime de la mère de Louis XIV qui, pour éviter les problèmes de succession, l'aurait fait emprisonner dans la célèbre prison de la Bastille. À la fin du XIXe siècle, les cryptographes de l'armée française ont conclu que le prisonnier était un certain Vivien Labbé, seigneur de Bulonde, officier supérieur et aristocrate français du XVIIe siècle, condamné par le monarque à la prison à vie pour lâcheté sur le champ de bataille. D'autres théories soutenues par les études rigoureuses de Jean-Christian Petit-Fils concluent que le prisonnier a bien existé et qu'il s'agissait d'un dénommé Eustache d'Angers, un homme connaissant un secret d'une envergure suffisante à faire trembler la monarchie. Mais lequel? Toujours selon Jean-Christophe Petit-Fils, ce dernier pense qu'il s'agirait d'une affaire liée à des négociations diplomatiques très secrètes qui s'étaient alors nouées entre la France et l'Angleterre par l'intermédiaire d'Henriette d'Angleterre, la propre belle-sœur de Louis XIV. Les mousquetaires sont dissous en 1776 par Louis XVI car les finances de la France sont au plus bas. Des ressources étaient en effet nécessaires pour soutenir la guerre des 13 colonies américaines contre l'Angleterre. Le ministre des Finances Necker avait lancé un programme d'austérité qui avait touché la cour en éliminant des milliers de serviteurs qui avaient une fonction minimale, comme notamment les 400 goûteurs du monarque. Cet ajustement touche donc également les mousquetaires, dont les 1500 hommes répartis en 12 corps sont bien trop nombreux pour les fonctions de garde qu'ils exercent. Les grenadiers, les gardes suisses et les gendarmes sont également touchés. Des compagnies souvent inactives et purement décoratives, où l'uniforme est plus important que les compétences et l'entraînement militaire. L'armée française traverse alors une crise sans précédent, comme le prouvent les défaites contre les Prussiens et les Anglais. L'accent est donc mis sur les améliorations technologiques, le développement de la cartographie, le ravitaillement, la logistique et les mouvements de troupes plutôt que sur la bravoure et les uniformes fantaisistes. La nouvelle époque exige des officiers mieux formés aux mathématiques et aux techniques militaires, ce qui n'est pas véritablement enseigné en France. En 1814, la compagnie des mousquetaires renaît à la Restauration, davantage comme un symbole romantique de l'Ancien Régime que pour sa véritable efficacité. Elle est finalement dissoute en 1816 sur ordre de Louis XVIII. D'Artagnan, quant à lui, deviendra quelques 30 ans plus tard, sous la plume de Dumas, l'archétype du héros fidèle à son roi, ainsi que le point d'accroche, en fin de compte, d'une amitié entre des hommes pourvus de loyauté et de courage. La légende est née. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.